problématiques, et en particulier la réforme du lycée et justement la proposition pour les établissements de mettre en œuvre et proposer des enseignements spécialités variés. Et plutôt que de parler de notre plateforme, on a souhaité donner la parole à des gens de terrain, et notamment, là je vais présenter à M. Larori, qui est donc membre actif au niveau de RENASUP, qui présentera son réseau, et aussi chef d'établissement sur Metz et Nancy, Metz, pardon. Monsieur Létang, donc qui pilote en tant qu'enseignant, mais aussi administrateur, un site au niveau de Lyon, l'enseignement catholique, accompagné de Madame Paulet et Monsieur Serrouti, qui sont, eux, les enseignants chargés de mettre en œuvre cet enseignement. Donc, on les a ici. L'idée est pour nous vraiment d'organiser un premier temps de partage. Ils nous expliqueront ce qu'ils ont décidé de mettre en œuvre dès le début de l'année scolaire. Et ensuite, on prévoira une dizaine de minutes de questions. Donc, du coup, l'idée, effectivement, serait pour nous d'aborder le point central. D'où est venue cette idée au niveau d'utiliser un outil technique, un logiciel, pour pouvoir mettre en œuvre un enseignement à distance. Michel. Bonjour à tous. En fait, en tant que chef d'établissement, je suis confronté à la nécessité de proposer une offre la plus large possible à mes élèves. Et dans un établissement, on a des moyens limités et c'est très difficile de pouvoir proposer tout ce qu'on souhaite proposer. Donc, dans mon premier établissement, qui était un petit établissement de type lycée, j'ai imaginé de créer un dispositif d'enseignement à distance il y a de ça maintenant 20 ans. Et en 20 ans, on a travaillé sur du logiciel libre où on s'est débrouillé pour mettre en place finalement l'enseignement à distance en mettant en relation des élèves et des enseignants au travers d'une plateforme qui faisait travailler les élèves à distance. Et donc, ce dispositif s'appelle Lauréat. Lauréat veut dire Lorraine d'enseignement à distance, puisque je suis dans l'académie de Nancy-Metz. Et il a fonctionné comme ça jusqu'à présent. Et puis arrive la réforme du lycée, et la réforme du lycée redonne un coup de projecteur à cette problématique, c'est-à-dire comment on fait pour proposer finalement à des établissements, à des élèves, un choix plus large que ce qui est proposé en présentiel. Donc je suis chef d'établissement par l'enseignement catholique, et dans l'enseignement catholique, la taille d'un établissement de type lycée est généralement beaucoup plus petit qu'un établissement public. Et donc, forcément, si l'établissement est plus petit, il y a moins de choix, moins d'attractivité, puisque si je ne propose pas toutes les spécialités, les collègues chez l'établissement risquent de voir partir les élèves vers d'autres établissements qui offrent finalement des spécialités qu'ils ne pouvaient pas offrir. Donc l'idée, c'était de rebondir sur l'expérience de Lauréat pour dire on va essayer de penser l'introduction des enseignements de spécialité sur la plateforme. Et cette problématique que j'avais moi en tant que chef d'établissement, finalement, elle est partagée, et largement partagée sur le territoire. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'en France, il y a d'autres régions, quelquefois qui sont plus désertiques que la mienne, et dans laquelle la problématique est la même. Et comment, du coup, vous avez pu, excusez-moi, relancer ou, entre guillemets, tisser du lien avec, au niveau local, justement dans cette pseudo-réserve, le désert, géographique, etc. Comment vous êtes parvenu à communiquer là-dessus? Alors, d'abord parce que l'expérience de Lauréat est connue dans le réseau d'enseignement catholique, et ensuite parce que il y a une volonté aussi au niveau de l'enseignement catholique et de sa composante RENASUP, dont Jean-Marc Petit, le délégué général est présent d'ailleurs, de développer, de faire une proposition clé en main pour chacune des régions en se disant mais comment on peut accompagner des régions qui sont dans la même problématique et comment on peut les amener à eux aussi développer un projet qui élargit finalement la proposition traditionnelle qu'il y a en présentiel. Ce qui nous permet d'aborder avec M. Létang, justement au niveau local, alors comment vous avez appréhendé la mise en place de cette outil? Nous avons suivi un petit peu la même démarche que Michel, c'est-à-dire que nous sommes partis du constat que nos établissements dans l'académie allaient avoir des difficultés pour présenter toutes les spécialités. On était déjà en contact avec Michel
on avait déjà échangé beaucoup autour de L'Oréal. Et la direction de CESEM de Lyon a décidé de monter le projet et de nous accompagner pour aller vers le rectorat, pour définir le projet. Et nous avons travaillé avec le rectorat, la direction de CESEM et Learning et RNF pour monter le projet. Mais comment votre établissement, lui, par exemple, a été choisi pour être un peu le pilote de la tour? On a été, moi je suis du lycée Assomption Bellevue à Lyon, et on a été choisi pour piloter un petit peu cette expérience parce qu'on était déjà bien intégré dans un ENT différent de Learning, on est sur les deux outils. Et on avait déjà des professeurs aussi qui étaient performants dans le numérique, qui savaient manipuler les fichiers, enfin les classements, vous savez où on était. Et on s'est lancé dessus et on savait qu'on avait du potentiel en ressources professeurs. D'accord. Et comment du coup vous avez, alors du coup on est au niveau, on change entre guillemets d'échelon, c'est-à-dire comment vous avez réussi à fédérer au niveau local tous les établissements? Alors, on a pris contact avec tous les établissements, on savait déjà par expérience que tous les petits établissements de notre académie, du département du Rhône, du département de l'Ain, ceux qui connaissent un petit peu l'Ain, c'est un département qui est très étendu, très vaste, de la plaine jusqu'à la montagne, et puis la Loire aussi qui est relativement étendue. Et là, je crois qu'on disait tout à l'heure entre nous, on a des chefs d'établissement qui nous remercient d'avoir fait ça parce qu'ils n'auraient pas pu survivre correctement à la réforme sans avoir des enseignements à distance. D'accord. Et au niveau des enseignants, alors vous l'avez évoqué, comment s'est passé le recrutement de ces enseignants, de ces équipes? Eh bien, on a posé la question, un peu dans tous les lycées de l'académie d'ailleurs, on a eu les retours, on a choisi aussi les spécialités, on a décidé de ne pas présenter toutes les spécialités en enseignement à distance, parce qu'il y en a qui sont assez implantées dans les lycées. Et voilà, on a pris un peu tous les volontaires, on a même des enseignants qui sont en réserve pour l'année prochaine, puisque là on travaille pour la première. On aura la terminale et l'enchaîne. Du coup, Madame Paulet, comment on accepte cette mission? Avec un peu d'inconscience au départ, parce qu'on n'a pas forcément vraiment conscience de la somme de travail que ça représente, mais on a envie de travailler autrement, on a envie de tenter l'expérience, mais on a envie aussi. Voilà. Moi, ça fait 30 ans que j'enseigne, j'aime bien me renouveler, et c'est une belle façon de renouveler son enseignement en fait. Oui, je pense que c'est un peu la même chose. Moi, ça fait déjà plusieurs années que j'utilise l'outil informatique et que je travaille un peu différemment. Et quand on m'a proposé de participer à cette plateforme, j'ai dit bah oui, ça fait un lien nouveau. Pour moi, c'est intéressant de participer à quelque chose qui va peut-être s'étendre et pouvoir partager ça aussi avec d'autres professeurs après. Et bon, c'est un peu aussi, comment dire, on découvre et on découvre aussi les difficultés. Mais c'est quand même intéressant parce qu'on fait autre chose, on travaille différemment et ça ouvre vers d'autres horizons, je pense. Et comment du coup vous avez abordé ce changement de posture, puisque du coup en termes de démarche, peut-être que ça a dû modifier des gestes? Personnellement, moi, pour moi, c'était pas problématique parce que j'avais déjà changé auparavant ma façon d'enseigner. Pour intégrer quand même, en particulier avec l'outil Classroom, je ne sais pas si vous connaissez sur Google, déjà avec ça, j'avais amorcé un changement. Donc c'était pas nouveau, mais grâce à ça, ça me permet aussi d'avoir une vision différente de cette plateforme et de pouvoir justement créer des exercices en fonction de ce que j'avais déjà fait avant. Donc c'est pas complètement nouveau pour moi. Et les personnes qui ont du mal au départ, et je pense à ma collègue peut-être qui ne connaît pas Classroom à la base, a peut-être plus de difficultés encore. Même si ça reste difficile aussi à travailler quand on ne connaît pas. Oui, la difficulté au démarrage, en fait, c'est s'approprier tous les outils de la plateforme. On y passe du temps, voilà, une fois qu'on s'est à peu près habitué, ça fonctionne en fait, ça fonctionne bien. Mais c'est vrai que ça demande un certain temps d'adaptation par rapport à l'outil. Voilà. Et puis à la manière dont on
conçoit aussi son enseignement. Alors, même si, voilà, les mamans, effectivement, je travaille un peu différemment aussi, mais là, ça demande une anticipation totale de tout. Vous savez, quand on est en présentiel, eh ben, on peut toujours voilà, s'adapter à la classe, etc. Donc, on ne sait pas vraiment qui on a en face de nous, qui y a derrière l'écran et comment ils réagissent, etc. Et l'interaction avec les élèves a mis du temps à se mettre en place parce que pour eux aussi c'était nouveau. Et donc, il faut qu'on les sollicite en disant voilà, est-ce que vous avez compris Maintenant, vous voyez, au bout d'un trimestre, ça commence vraiment à fonctionner. Il a fallu ce temps-là pour que nous et nos élèves à distance nous soyons en phase. En fait. Voilà. J'ajouterais que c'est sûr. On ne les a pas totalement abandonnés devant leur classe. On a essayé de mettre en cadre le démarrage autour de cet enseignement à distance. Je crois qu'il est très important, et Michel était dans cette démarche-là depuis longtemps. C'est un enseignement qui fait partie du cursus de l'élève et qui fait partie de son emploi du temps. Donc obligatoirement, l'élève est dans l'établissement, on ne travaille pas chez lui, et dans l'établissement, il est encadré par un professeur référent de l'établissement, avec qui nous pouvons communiquer aussi pour organiser différentes choses, en particulier les évaluations. Et nous avons aussi sur toute la mise en place de la plateforme, sur tous les outils numériques, des formations qui ont été délivrées, qui ont été faites aux enseignants en début d'année scolaire, fin d'année scolaire précédente, on avait anticipé un petit peu. Et on a aussi le professeur référent de Béli, et puis nous qui suivons. Oui, c'est important. Je voulais juste ajouter que ça se complique encore plus par rapport à ma collègue, donc c'est un enseignement de langue, j'enseigne l'anglais, et donc on doit faire participer oralement aussi aux élèves, donc on doit imaginer en plus de les faire s'enregistrer, qui nous voient, qui nous écoutent, donc c'est vraiment encore le niveau supérieur par rapport à cette nécessité d'expression orale. Et donc il faut aussi gérer ça, mais ça se fait assez facilement finalement, et les élèves sont très volontaires. Est-ce qu'on peut revenir donc un peu plus dans le détail dans la mise en place du dispositif et ses fameux rôles? Parce que les différents rôles, peut-être Michel, au début, est-ce que c'est décalqué sur votre fonctionnement? Oui, alors en fait, lorsqu'on a pensé le dispositif d'enseignement à distance, on s'est dit il faut que l'établissement soit impliqué dans le suivi de l'élève. Et il faut que l'élève travaille sur temps scolaire, qu'il puisse travailler à l'extérieur, mais surtout sur temps scolaire. Et donc, typiquement, par exemple, un élève qui est inscrit dans une discipline, il a au moins 3 créneaux horaires dans sa semaine, pendant laquelle il va venir travailler sur un poste informatique et faire le travail qui a été donné par l'enseignant. L'enseignant déposant ses consignes à l'avance, globalement, l'enseignant, comment il travaille, il met ses consignes semaine par semaine, et l'élève a la semaine pour travailler. Alors le dispositif asynchrone que nous avons retenu et qui est supporté dans la plateforme Externum est un dispositif qui permet une grande souplesse, c'est-à-dire quel que soit l'emploi du temps des élèves, eh bien, des établissements, parce qu'on n'a pas tous les mêmes alignements horaires, eh bien, l'élève a la possibilité, en fonction de ses disponibilités, de se connecter et de travailler. Seulement si on dit ça, on dit à l'élève, ben voilà, tu vas devant le poste informatique, tu vas travailler, tu vas faire ton travail pour l'enseignement à distance, pour le réel. Seulement, finalement, on a en autonomie, on a la nécessité de cadrer ce travail-là. Et donc, du coup, on s'est dit, il faut quelqu'un dans l'établissement, c'est-à-dire que l'établissement mette à disposition du dispositif une personne qu'on appelle le référent, et qui est donc la personne nécessaire, comment dire, qui maintient tout. On se rend compte, d'ailleurs, on a échangé ce matin avec les collègues de Lyon, le référent, c'est la clé de voûte, c'est-à-dire la personne dans l'établissement qui représente le dispositif, c'est lui qui va demander des comptes à un élève qui ne travaille pas. C'est lui qui va organiser, par exemple, le travail sur table, l'évaluation qui doit être faite à la demande de l'enseignant. Ou même si dans l'établissement, ils organisent des épreuves de type écrites, par exemple,
eh bien, le référent va s'adresser au professeur chargé du cours pour qu'il envoie le travail. Et donc finalement, le référent, c'est le facilitateur et c'est le garant du dispositif d'un établissement. Et ça, c'est essentiel. Et à chaque fois qu'on a eu des dysfonctionnements, dans la grande majorité, je dirais, c'est parce que le référent ne faisait pas le travail. C'est-à-dire qu'il faut que dans l'établissement, l'élève sache qui est garant du dispositif. Il ne verra pas directement l'enseignant, parce que l'enseignant il le verra éventuellement à distance dans des séances synchrones, mais globalement, le référent, c'est la personne devant qui il va répondre de son travail, de son manque de travail, des difficultés qu'il peut rencontrer. Et le référent, lui, il est en lien avec l'enseignant responsable du cours, et donc quand il y a des difficultés, c'est lui qui joue aussi le facilitateur. Je voudrais même rajouter que dans certains établissements dont je parle, c'est le cas d'établissements mécaniques, les chefs d'établissement aussi s'impliquent beaucoup, parce que les élèves sont bien en contact avec ces chefs d'établissement de petits établissements, et aussi ça compte, c'est-à-dire que moi je suis en contact aussi avec les chefs d'établissement, et ça marche. Et c'est-à-dire que l'accent du coup a été mis sur l'accompagnement localement dans l'établissement qui a l'élève physiquement. Oui, effectivement, c'est important que l'élève sente que l'établissement se préoccupe du travail qu'il fait à distance. Et le chef d'établissement et l'équipe de l'établissement doivent considérer que cette modalité d'enseignement, certes différente de la modalité traditionnelle, est une modalité proposée dans l'établissement. Alors, cette année, je regarde le diaporama qui est présenté, vous voyez aussi l'enseignant relais. L'enseignant relais, c'est finalement une personne qu'on a ajoutée cette année dans le cadre des spécialités. Parce que enseigner des options, ça va bien, enseigner des langues, voilà, mais quand ça devient une spécialité, en particulier les spécialités premières, bien évidemment, il est nécessaire d'avoir peut-être sur place des personnes qui ont la compétence disciplinaire accompagner l'élève de façon peut-être plus précise que le référent. Parce que le référent, en fait, ça peut être un assistant d'éducation, ça peut être la documentaliste, ça peut être un autre enseignant, mais c'est pas forcément quelqu'un qui enseigne la discipline. Or, quand on a mis en place, par exemple, sur l'Oréal, on propose NSI à distance et on propose art plastique à distance. Quand vous dites à un professeur d'art plastique, tu vas enseigner les arts plastiques à distance, ils se disent, mais ça va pas, c'est pas possible. Donc, on a conçu, en accord d'ailleurs avec l'inspection, le fait qu'il y ait, en plus du référent dans l'établissement, ce qu'on appelle un enseignant relais qui va accompagner l'élève, si je prends les arts plastiques, par exemple, pour toute la pratique accompagnée, c'est-à-dire qu'il y ait quelqu'un sur place qui puisse aussi cadrer dans l'établissement, non seulement le travail purement sur ordinateur, mais peut-être la technique, peut-être le travail directement dans l'établissement. Donc finalement, l'élève est assez encadré. Et cet enseignant relais, il est nommé par l'établissement. Preuve, s'il fallait encore le prouver, qu'il est nécessaire que l'établissement s'engage et mette des moyens pour permettre ce fonctionnement. Pour résumer, l'établissement va mettre des moyens, logistiques pour que l'élève puisse se connecter, puisse travailler. Il va mettre des moyens humains, donc le référent, dans la plupart des cas, mais pour ce qui concerne les spécialités, certaines spécialités en tout cas, pas toutes, un enseignant relais. Et donc ça correspond globalement à 1 heure semaine qui est financée par l'établissement auprès de l'enseignant qui travaille et de l'enseignant relais. Et du coup, si on prolonge au niveau de la construction du dispositif, au niveau des élèves, quelles sont, d'après vos impressions, vos ressentis, quel est le degré d'implication de ces élèves qui reçoivent cet enseignement à distance? Comment on le ressent? Alors la plateforme permet en fait de les suivre, d'avoir un bon suivi, c'est-à-dire qu'on connaît exactement le temps passé par exercice, par fiche. On construit en fait des parcours. Les élèves sont par semaine, je fonctionne comme ça, en tout cas sur Lyon. On construit des parcours et les élèves travaillent par étapes. Et ils sont obligés d'avoir fait la première étape pour passer la deuxième étape, etc. Donc on peut, grâce à la plateforme, en fait, vérifier le temps de connexion, s'ils ont fait les exercices, etc. Et ensuite, on vérifie le travail qui a été fait, on les annule et on met des appréciations les plus détaillées possibles dans la mesure où on est toujours en asynchrone, c'est-à-dire qu'on n'est jamais en temps en face à face. En fait. Ils ont des dates limites, on travaille généralement par semaine et les exercices qu'ils ont à faire, ils ont
Nous, on part, enfin, je ne sais pas si tu fais pareil, mais nous, on part du lundi matin au dimanche soir. Ils ont ce temps-là pour faire tous leurs exercices, qu'ils soient en cours ou qu'ils soient chez eux. C'est-à-dire que nous, on ne s'en occupe pas de savoir s'ils sont en cours ou s'ils sont chez eux. Ils ont un temps en cours, mais ils peuvent avoir aussi du temps chez eux s'ils souhaitent compléter, s'ils n'ont pas eu assez de temps. Il y en a qui souhaitent se filmer chez eux ou s'enregistrer chez eux plutôt qu'en classe, pour le cadre de la langue. Et donc, comme ils sont cadrés, on voit s'ils travaillent bien par semaine. Et ils ne doivent pas dépasser, s'ils dépassent, ça nous est indiqué. Donc ils ont un cadre aussi de ce côté-là. Et si après ils accumulent du retard, ben nous on a aussi cette possibilité d'être en contact avec eux, on a une messagerie, et donc on leur parle en permanence, et eux aussi nous parlent, et on leur dit bon, ça n'a pas été fait, faut le faire, donc on les relance, et ils sentent aussi qu'on est derrière eux. Et je pense que des fois, ils reçoivent 2-3 messages et ils savent qu'il faut qu'ils y aillent. Justement, est-ce que vous concevez à l'avenir de développer la communication justement en dehors du cours sur du temps synchrone? Ou est-ce que au niveau des emplois du temps, vous manquez de flexibilité? En ce qui concerne ma matière, l'histoire géopolitique, sciences politiques, on a des groupes d'élèves, on a 33 élèves, donc c'est un groupe qui est lourd, on est à 2 dessus, et on est 5 établissements. Donc dans un seul établissement, déjà, il y a 3 groupes d'élèves. Donc le temps synchrone, c'est absolument impossible. En revanche, ce qu'on a mis au point avec Jean Brun, qui est à la direction de l'enseignement catholique, c'est de faire venir l'ensemble des élèves mercredi prochain dans notre établissement pour qu'on puisse les rencontrer, essayer d'échanger avec eux en face à face pendant 2 heures. Construire le lien avec le groupe. Construire le lien, ouais. Et on a ressenti ça, on a ressenti ce besoin en fait de construire ce lien avec eux. Et comme les 3 départements ne sont pas trop éloignés, en tout cas ça se fait. Il n'y a pas de problème logistique. Il y en a peut-être un peu, mais en tout cas, ils viennent pratiquement tous mercredi prochain pour nous rencontrer. Donc on est très heureux. À filmer alors? Oui, bien sûr. Et à l'avenir, je pense que on a pas mal de lycéens qui vont venir, c'est bien. C'est vrai qu'au niveau logistique, c'est quelque chose d'important. L'enseignement à distance, que chez nous, ça représente 130 élèves sur l'académie, avec 30 élèves en histoire géo. Par contre, le rectorat a bien joué le jeu avec nous. On propose vraiment des spécialités à distance pour aider les gens qui ne peuvent pas le faire chez eux. On a des spécialités où il n'y a plus d'élèves, il y a des spécialités où il y a 4 élèves. Voilà, 4 à 6 élèves dans des spécialités, mais ça rend service à des lycées qui sont un petit peu éloignés. Laurent? Oui, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur la rencontre physique avec les élèves, je crois qu'on a émis aussi, après l'expérience de cette année qui commence, on a émis l'hypothèse, le souhait plutôt de les rencontrer, ces élèves, avant que les cours commencent. C'est important de faire une demi-journée ou une journée ensemble de pré-rentrée pour pouvoir travailler déjà avec eux sur la plateforme, leur expliquer, prendre contact avec eux, et oui, leur dire ce qui va se passer pendant l'année, et qu'ils nous voient aussi. Et je crois que c'est important de les voir dès le départ. On peut faire ça pour les autres années. C'est-à-dire que vous pouvez. Ce qui est intéressant, c'est que Florent, il est déjà dans l'année prochaine. On est déjà en train de construire l'année prochaine. On fera comme ça. Il n'est pas dégoûté. C'est possible. On émet ce souhait-là. En tout cas, c'est intéressant. Oui, c'est-à-dire que déjà en amont, si on donnait des éléments de contexte pour préparer cette année scolaire, vous avez déjà démarré, planifié, anticipé la mise en place, le recrutement des enseignants, le contact, on l'a décrit aussi, et la formation aussi par rapport à l'appréhension de cette plateforme, ces outils-là. Mais peut-être qu'on a oublié de convoquer les enfants pré-rentrés d'organiser ça, c'est ça? C'est la première année. Oui, bien sûr. C'est la première. Et les familles, alors du coup, parce qu'on n'en a pas parlé. Alors d'abord, moi je voudrais revenir un petit peu en arrière sur la mobilisation et la motivation des élèves. Ce que nous constatons, c'est que cette modalité, finalement, c'est paradoxal, mais rapproche les élèves et les enseignants. Parce que les élèves et les enseignants ont une communication beaucoup plus directe, plus simple avec leurs enseignants, notamment par le biais de la messagerie intégrée à la plateforme. Et les premières années, c'est ce qui avait frappé nos enseignants. C'est de se dire, mais finalement, je connais mieux mes élèves à distance que mes élèves en présentiel. Pourquoi? Parce qu'un élève à distance, il ose
exprimer ses difficultés en direct avec le prof, par mail, par message, et du coup, il n'a pas le regard de ses camarades, il n'a pas la honte à poser la question devant les autres. Premier point. Deuxième point, on a constaté aussi que finalement, quand on met les élèves au travail, parce qu'il s'agit de les mettre au travail, il ne s'agit pas simplement de les faire écouter un cours. Or, la méthode traditionnelle en classe, c'est souvent le cadre de la classe où on a un prof qui, si je prends, on va dire que c'est hyper traditionnel, mais le cours traditionnel, quelqu'un qui dispense son cours, etc. Et il y a des élèves qui peuvent s'échapper mentalement du cours. Ils ont passé l'heure, c'est bon, on part du principe qu'ils ont travaillé. Je ne suis pas sûr qu'ils aient travaillé. Par contre, quand ils ont des tâches à réaliser qui sont données par les enseignants, l'élève travaille mieux. Il travaille plus. Ce qui faisait dire à un prof d'anglais, un collègue prof d'anglais dans les premières années, finalement, les cours à distance, en général, on ne commence pas tout de suite à la rentrée. On attend 2 semaines avant la rentrée, enfin, la rentrée des élèves. Il dit finalement, mes élèves à distance, ils ont commencé plus tard, ils sont meilleurs que les élèves en présentiel. C'est-à-dire, et alors nous, on avait l'inquiétude les premières années, on se disait qu'est-ce que ça va donner au bac, parce qu'en fait, on est préparé au bac. Et en fait, on constate que les élèves qui ont travaillé leur matière à distance ont davantage ancré les connaissances que d'une façon traditionnelle. Et ça, on le voit aussi quand on regarde les résultats, parce que nous, on s'amuse à regarder, on s'amuse, c'est l'un de notre jeu aussi, mais à regarder les résultats qu'ils ont obtenus au niveau du baccalauréat, et en général, la moyenne obtenue par nos élèves à distance est supérieure à la moyenne académique dans la discipline concernée. Donc c'est assez surprenant. Alors de là à dire qu'il faut généraliser, certainement pas, mais en même temps, je trouve qu'il y a, pour les élèves, il y a un intérêt de travailler différemment. Et au fond, on est en lycée, ils savent très bien que le numérique prend de plus en plus de place dans leur vie, ils sont habitués à aller eux-mêmes apprendre des choses sur Internet. Finalement, on incorpore dans un cursus scolaire une pratique, une démarche qui s'appuie sur les programmes, qui a une visée effectivement par rapport à l'examen, mais qui est cohérente avec des outils avec lesquels ils sont assez familiers. Et en général, ils aiment bien travailler comme ça. Et je peux vous dire que là, ils n'enquiquillent pas le prof puisque le prof n'est pas là. Donc du coup, l'élève, s'il ne travaille pas, il ne produit rien, et s'il ne produit rien, eh ben, on peut lui prouver qu'il n'a rien fait. Effectivement, avec les outils de tracking qui sont sur la plateforme, le rapport 360, les suivis, ça nous permet effectivement de voir précisément les choses. Et de confronter, déjà au référent de confronter, à l'enseignant de se plaindre, on disait mais il ne s'est pas connecté celui-ci. Et voilà, et donc du coup, on suit finalement d'une façon peut-être plus fine l'implication de l'élève au sein de son cours. Et donc la famille, alors les familles, la place de la famille. La famille, nous, sur Lyon, on était partis, quand on a construit le projet, au mois de mai-juin, on avait dit qu'on ferait un accès aux parents, pour que les parents puissent voir un petit peu ce qui se passe. C'est un petit peu nouveau, vous avez un petit peu peur que les parents soient hésitants aussi à dire mon enfant suit un enseignement à distance. Et lors de notre première réunion qu'on a fait entre nous, le bilan qu'on a fait au mois d'octobre, on s'est aperçu qu'on n'a pas ouvert l'accès parents. On n'a pas ouvert parce qu'on s'est dit, les élèves qu'on a en face de nous se sont mobilisés. Ils ont fait un petit peu leur petite bulle à eux de travail. Ils sont dans leur groupe. Et il n'y a pas de raison qu'on aille mettre un autre adulte au milieu. C'est un petit peu leur monde, donc on est resté sans relation directe avec les. Et là, ce que vous évoquiez, Bruno, c'est l'accès à la plateforme aux parents. Mais néanmoins, il y a quand même quel est le retour des familles, même en plateforme, est-ce que vous avez un retour par rapport à ça? Alors, peut-être plus les enseignants, non, alors moi je vais vous le dire, parce que moi en tant que formateur, je me promène beaucoup, et notamment à Lyon, on se reverra demain. Et en fait, les différents les référents qui sont en appui font remonter que les familles sont très engagées, impliquées et satisfaites justement du service que vous délivrez. Hein. Donc, et alors qu'ils ne vous connaissent pas, ils ne vous rencontrent pas. C'est important, je vous le dis. Leur enfant peut leur montrer le contenu du cours. Bien sûr, bien sûr. C'est le seul, peut-être,
que les parents peuvent suivre, finalement, puisqu'ils sont à l'intérieur de la classe pour enlever leur enfant si l'enfant leur ouvre la porte. Alors, puisque là, on va arriver, il me semble, avant de passer aux questions, est-ce que justement, vous avez évoqué, Bruno, le point d'état de bilan là, qui a eu lieu en octobre, qu'est-ce qu'il en est ressorti? Mais il en est ressorti que les enseignants, c'est un petit peu ce que mes collègues ont dit, ils avaient quand même des difficultés parce que ça demande du travail, c'est sûr. Les chefs d'établissement qui étaient présents à cette réunion, puisqu'on avait invité tous les chefs d'établissement et tous les référents, les chefs d'établissement sont satisfaits du fonctionnement et de l'implication de leurs élèves, et bien sûr de l'équipe pédagogique qui est autour, pour suivre. Et puis donc, voilà. On est ressorti après, on va revenir un petit peu sur le chapitre de la formation des enseignants, qu'il ressentait le besoin de connaître un petit peu plus les outils de la plateforme, d'aller un petit peu plus loin que la formation de base qu'on avait eue. C'est pour ça qu'on se revoit demain, d'ailleurs. Voilà. Et puis, que les élèves ont quand même eu un petit peu de mal à prendre la plateforme en main. L'année prochaine, on envisagera aussi sans doute de faire un cours d'initiation au fonctionnement de la plateforme, un petit peu plus que les clients qu'on avait fait en début d'année. Michel, du coup, comment on imagine, parce qu'on a parlé de RENASUP en 2 mots, peut-être que le public ne connaît pas cette institution, mais du coup, par rapport à la problématique des lycées, comment on fait ce maillage sur les autres? En fait, l'enseignant catholique a décidé d'ouvrir une plateforme générique par sa composante qui s'appelle RENASUP. RENASUP s'occupe du Bac-3 à Bac+3 et donc prépare aussi au supérieur. C'est-à-dire que la plateforme est destinée à accueillir des projets d'enseignement à distance, mais pas que, également dans le cadre des CFA, des CFC et de l'enseignement supérieur. Donc c'est la même plateforme. Donc on a cette démarche-là finalement. La plateforme, elle est riche de ses outils, elle est pratique, elle est ergonomique, et on peut l'appliquer, on peut l'utiliser avec tout type de profil. Sur L'Oréal, par exemple, nous, on a aussi des élèves de collège qui travaillent de cette façon-là. Donc, on peut travailler. Donc, RENASUP, en fait, a décidé de faciliter l'émergence de projets en débarrassant finalement les différentes régions qui souhaiteraient se lancer de l'aspect contraignant de trouver un hébergeur, de trouver une plateforme. Et puis, on a retenu X-Learning aussi parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que le premier contact que j'avais eu l'année dernière, 21 janvier, c'est un coup de fil de Lyon qui me dit le projet, parce que j'avais présenté la veille, j'avais présenté le projet à tous les directeurs de César de France. Le projet, c'est exactement notre projet. On l'a présenté au rectorat, mais le rectorat, vous avez compris qu'on était sur les outils Google chez nous, avec Classroom entre autres. Le rectorat nous a dit non, Google, on ne veut pas. Pour des raisons de RGPD. Et donc moi je me suis tourné naturellement vers X-Learning parce que dans mon établissement on utilise déjà X-Learning et que je connaissais un peu la puissance pédagogique de l'outil et la simplicité aussi, l'accès à l'outil. Et aussi parce que j'avais toutes les garanties que c'était un établissement qui rentrait dans le schéma directeur des environnements de travail du ministère. Et donc finalement, il n'y a plus d'objection de la part du rectorat. Et quand Jean Brun m'a téléphoné de Lyon pour l'intervenir, je lui ai dit retournez voir le rectorat et dites-leur que vous allez travailler avec X-Learning. Ils y sont allés et bien ça roule, ça fonctionne. Voilà, et donc c'est parti. Donc voilà, ça fait plaisir. Mais là, du coup, là j'ai l'impression que du coup, c'est le reflet d'un besoin local et vous êtes contacté. Est-ce que vous, inversement, vous diffusez l'information plus largement? C'est-à-dire que l'expérience est connue, si les gens sont curieux, en général, ça vient vers moi et moi je suis prêt même à recevoir des régions. L'autre jour, j'ai reçu la région Auvergne qui est venue me voir parce qu'ils ont un projet de représenter la salle. Voilà, donc c'est intéressant parce qu'on voit effectivement émerger des projets semblables au grand frère mais et qui finalement permettent à des établissements de survivre à la réforme, la fameuse réforme du lycée. Quand un établissement ne peut plus proposer qu'un choix très restreint, il s'interroge sur son avenir quand même.
Donc, du coup, on est obligé de se tourner vers de la coopération et de consulter des plateformes avec l'enseignement à distance. Et l'idée, c'est effectivement de travailler aussi de région à région pour s'enrichir mutuellement, parce que la plateforme, c'est un outil, mais au fond, ce qui est important de noter, c'est que ça change la posture de l'enseignant. C'est de nouvelles pratiques. Il faut penser, il faut apprendre à scénariser un cours, il faut apprendre à utiliser finalement toutes les ressources qu'on a pour mettre l'élève au travail. Donc comment on met l'élève au travail avec les outils du numérique, c'est une problématique qu'on a tous, hein, même pour travailler à distance ou pas. Et donc du coup, vous les enseignants, vous imaginez dans le prolongement ou faire des groupes de travail, je sais pas que ça existe déjà, indépendamment des disciplines dans lesquelles vous êtes, pour essayer de réfléchir à comment je mets en place, comment je partage. Non. Ça serait, déjà nous les deux travailler la matière, mais ça serait intéressant de créer un réseau plus large, effectivement, pour qu'on puisse échanger. Et comment il se passe ce travail en binôme, là, ce co-enseignement du coup avec la collègue? Alors on s'est partagé les parties du programme et on s'est également partagé comme on est sur 5 établissements, les établissements avec lesquels on est en relation. C'est-à-dire que moi je suis en relation de manière privilégiée avec 2 référents, et ma collègue avec 2 autres, et un troisième, donc avec lequel on a un peu plus de mal à se mettre. Voilà. Oui, parce que ça va venir, c'est ça, une fois qu'il s'est passé, ce qui signifie que du coup, vous avez pédagogiquement planifié, entre guillemets, un découpage, mais aussi géographiquement. Oui, parce que sinon c'est pas Infaisable pour suivre. Déjà c'est compliqué, voilà, comme ça, donc on a essayé de simplifier un peu les choses de cette manière-là. Je voulais juste rajouter au niveau pratico-pratique, il faut que vous pensiez, parce que jamais vous envisagez de faire ça, il faut que vous sélectionniez des élèves autonomes, déjà. Parce que des enfants, enfin des jeunes qui sont immatures et qui manquent d'autonomie, ce sont ceux qui ont plus de difficultés et donc on sent qu'ils traînent des pieds en fait. Voilà. Donc le référent est important, mais l'autonomie du jeune est fondamentale. Par l'autonomie vis-à-vis des outils numériques ou par rapport au apprendre de apprendre. Voilà, les outils numériques, ça s'acquiert, voilà, tout le monde les acquiert, mais la capacité de travailler seul, sans avoir quelqu'un, on a les éléments, les outils de communication, mais voilà, on les a pas en face. Donc là, on va vers le apprendre à apprendre, c'est-à-dire moi, élève, essayer. Il faut déjà une certaine autonomie. Mais entre guillemets, j'ai envie de dire, vous êtes en train de la construire. L'autonomie d'élève, là, il est dans un nouveau schéma. On peut espérer que. On construit, mais on voit que certains sont déjà bien dans le rythme. Et au niveau du rythme, c'est ce qu'on disait aussi, c'est qu'on se rend compte qu'on va bien plus vite. C'est-à-dire qu'on tient notre progression au quart de poil dans l'enseignement à distance, et l'immense majorité des élèves suit cette progression. Alors que dans nos cours en présentiel, puisqu'on a on fait les mêmes cours en présentiel, les mêmes contenus, on se rend compte qu'on perd un peu plus de temps. Et par exemple, là, on était absente pratiquement une semaine pour être sur des sorties, accompagner des sorties avec des élèves de terminale, etc. J'ai pas eu des heures avec mes élèves, alors que ceux des cadres, ils avaient leur travail, ils leur pensaient, et voilà. Dans certains cas, pour rebondir sur ce que tu dis sur l'autonomie, dans certains cas, dans le cas d'un élève qui a des difficultés à être autonome, mais finalement on le cadre tellement avec un chef d'établissement que ça l'aide quelque part à progresser aussi. Alors c'est un enfant qui est un peu détecté, d'après ses parents, Asperger aussi, donc il y a certaines difficultés, mais finalement, en suivant de près, ça peut aussi l'aider. Alors bon, c'est aussi net. De ce côté-là, même s'ils ne sont pas autonomes, ils peuvent peut-être apprendre à être autonomes ici, en travaillant comme ça, mais alors, ça nous demande beaucoup de travail. C'est ça aussi. Moi j'ai 12, j'en ai 12, on s'est séparés aussi en deux, on en a 24, moi j'en ai 12, mon collègue en a 12, et ça demande énormément de travail, surtout quand on a un cas comme ça. Ça aurait été aussi un peu la même chose si on avait eu in situ, c'est-à-dire mettre en place une synergie d'établissement, sauf que la difficulté, c'est coordonner les gens à distance. Quand on fait bien son boulot, les élèves qu'on a pas devant nous, mais qu'on a virtuellement, on s'en occupe pareil, ça demande de l'énergie. Donc c'est finalement le présentiel et le virtuel, il n'y a pas une grosse différence, si ce n'est qu'il y a des élèves aussi en difficulté, des élèves plus faciles, des élèves ordinaires, il y a de tout, on peut, à mon avis, traiter aussi ces difficultés. D'accord. Et pareil, il y a une variable du nombre d'élèves, c'est ça qui impacte
le choix pour Alors, nous, on est tous aux établissements. Moi, j'ai la chance d'avoir un seul établissement, parce qu'on a 12 dans un établissement, un seul. Donc, ça me facilite la tâche. J'ai qu'un seul interlocuteur et un seul établissement. Alors, mon collègue, lui, il y a 4 établissements. Il y en a 12 aussi, mais c'est 4 ou 5 établissements différents. on se retrouve avec des petits groupes. Et dont un groupe qu'il a lui dans son établissement. Parce que aussi, ce qui est possible, c'est que certains professeurs ont dans leur établissement l'enseignement à distance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la présentielle, mais ils ont l'enseignement à distance. C'est-à-dire qu'ils ont des élèves à proximité, mais ils ont pas beaucoup. Il y a une redistribution des heures, des aménagements, Michel. Oui, sur L'Oréal, par exemple, un prof, raisonnablement, suit au maximum, mais vraiment au grand maximum, une trentaine d'élèves. C'est un grand maximum. L'idéal, c'est entre 20 et 25, mais au-delà, c'est très difficile. Parce qu'effectivement, ça demande un travail de suivi des enseignants, parce que finalement, l'élève s'implique peut-être plus, mais le prof s'implique peut-être plus aussi. Et c'est pas raisonnable de donner plus. Bien, merci. Je vous propose maintenant à ceux qui le souhaitent de poser des questions en direct. Alors, vous souhaitiez rajouter un élément? Non, juste pour donner un chiffre qui marque et moi qui m'étonne. À l'heure actuelle, sur L'Oréal, nous avons 596 élèves qui suivent les cours à distance dans une trentaine de matières différentes, dont 14 spécialités de première et de terminale. Première et terminale, on a environ 145 élèves qui sont inscrits dans des matières de spécialité. Voilà, donc les chiffres ont été repris. Les spécialités, donc 145 élèves sur 11 spécialités, donc 11 spécialités de première, voilà, et 3 de terminale. Finalement, quand je présente ça, souvent les gens me disent tu pilotes un petit collège. Bah oui, en plus de mon établissement, je pilote un petit collège. Alors c'est absolument passionnant, mais ça demande du boulot. Oui, juste, je voulais rajouter la vue pratique. Nous, professeurs, nous sommes payés par la rectorat, c'est-à-dire que nous avons dans notre emploi du temps, dans notre service, 2 heures, enfin moi j'ai 2 heures qui sont comptées comme un temps d'enseignement pour l'année. Voilà. Alors ça c'est très important, parce que il faut savoir que ce projet, quand on a commencé il y a 20 ans, on l'a fait de façon un petit peu clandestine, sans en parler au rectorat. Puis au bout de 3 ans, je suis allé voir le rectorat, j'ai dit il nous faudrait les moyens. Et le rectorat a reconnu le dispositif comme étant valide. Et donc ils nous ont donné des moyens pour faire fonctionner finalement le dispositif. Et donc maintenant, c'est clair qu'un enseignant, c'est une de mes grandes satisfactions, des grandes victoires, c'est que le rectorat ait reconnu la possibilité pour un enseignant d'enseigner non pas en face à face direct avec les élèves, mais de façon asynchrone. Et mieux que ça, en 2011, il m'a été demandé de présenter, parce que déjà à l'époque, il y avait des problèmes de moyens. Vous vous souvenez de l'époque de 2011 où on retirait des moyens conséquents aux établissements. Et donc forcément, on s'est posé la question de ce qu'il fallait faire. Et l'enseignement catholique a dit il y a une piste, et a proposé au ministère la piste de s'appuyant sur l'expérience de L'Oréal, la piste du développement de l'enseignement à distance. Et finalement, il m'a été demandé de présenter, de nourrir finalement le travail d'une commission ministérielle. Et il y a eu un rapport ministériel qui a conclu qu'il était possible de développer ce genre de dispositif au sein des académies. Et donc on a demandé de venir présenter devant tous les responsables de l'enseignement privé de France, de venir présenter le dispositif en mai 2011. Et depuis lors, il y a une circulaire officielle du ministère qui autorise les établissements, enfin les régions, les académies, à accepter ce type de projet. Et donc, ce qui veut dire qu'on a changé finalement de quelque chose qui était un petit peu clandestin, qui était un petit peu hors cadre, eh bien, on a fait quelque chose qui est maintenant intégré. Et quand on voit maintenant tous les bénéfices qu'on peut tirer de ce genre de dispositif,
le maintien d'un choix pertinent, y compris dans des écoles à plus faible effectif, la possibilité de préparer les élèves au supérieur, parce qu'on n'en a pas parlé, c'est aussi que cette démarche-là va préparer les élèves à travailler davantage dans le supérieur, d'une façon beaucoup plus autonome. Et l'accès au développement de l'autonomie, qui est un des objectifs du cycle lycée, eh bien, forcément, dans ce cadre-là, on le met en œuvre. Bien, donc du coup, des questions si vous souhaitez. Oui, bonjour, j'ai deux questions. Sur les outils et services que vous avez prioritairement utilisés, sur quel type de service? Vous parlez de dispositifs asynchrones, sur quels outils? Vous avez parlé de messagerie, Alors, les outils asynchrones qu'on utilise sont les outils de la plateforme X-Learning, c'est-à-dire le dépôt de documents, qu'ils soient texte, vidéo, PowerPoint, audio, quasiment tout ce qu'on peut faire. Quoi. Il n'y en a pas un qui domine, il n'y en a pas un qui s'impose. Donc c'est un tout sur la plateforme. La plateforme dispose de plusieurs outils, des formulaires qu'on peut faire avec des réponses, des corrections automatiques, des devoirs que les élèves peuvent rendre à rédiger ce traitement de texte, par exemple. On a parlé de vidéo. Alors, ce qui reste le plus simple à faire, d'un point de vue pratique, c'est quand même ce qui est écrit. Après, il faut s'enregistrer, il faut faire des vidéos, c'est plus de temps à consacrer. L'écrit, ça domine, je pense, pour l'anglais, ça domine quand même. Hein. Moi, je suis prof d'anglais aussi et je peux témoigner qu'une plateforme comme celle-ci, qui permet justement à un élève aussi de s'enregistrer, c'est-à-dire l'élève a la possibilité de répondre à un devoir oral, déjà, il a la possibilité de s'enregistrer, eh bien, on est capable d'évaluer aussi en asynchrone, par exemple, toute la partie orale, expression orale. Si on prépare les élèves à l'épreuve d'expression orale, on peut le faire à distance de façon asynchrone. J'aurais une deuxième question. Vous avez placé votre intervention sur la concurrence entre établissements ou réseaux avec le fait que On n'entend pas bien. Alors, vous avez placé votre intervention sur le signe de la concurrence entre réseaux et établissements, avec le risque pour les petits établissements qui ne font pas toutes les options et départ dans votre établissement. La question est-ce que dans vos académies respectives, l'enseignement public a aussi utilisé ce type de plateforme, celle-là ou une autre, justement en enseignement distant pour l'enseignement spécialité? Non, a priori, à ma connaissance, non. Parce que dans l'enseignement public, il y a le recours au CNED et à l'établissement pense CNED. C'est-à-dire qu'il y a un service public qui existe, c'est le CNED. Et donc, ils sont organisés de cette façon-là et au fond, ils ont la réponse. Mais ils ont aussi une taille suffisante, souvent, pour ne pas se poser ces questions-là. Peut-être. Mais d'un autre côté, les recteurs qui se succèdent dans l'académie m'envoient régulièrement des membres du corps d'inspection pour que je parle un petit peu du dispositif. Parce que je pense que ça titille. On sent bien qu'on est beaucoup plus proche que dans un dispositif comme le CNED. D'abord parce que les enseignants, nous les connaissons, ceux qui interviennent sont des enseignants de nos établissements. Et au fond, on a créé un réseau de compétences, d'enseignants qui travaillent ensemble à offrir quelque chose. Et donc, pour l'élève, je ne critique pas le CNED, je pense que le CNED fait bien son travail, sauf que le CNED, il envoie le travail à la maison, et au fond, l'établissement, il ne fait que recevoir, enfin, moi j'étais dans cette situation-là, c'est pour ça que j'ai voulu développer le L'Oréal, il ne reçoit que les bulletins. C'est-à-dire, on reçoit le bulletin dans lequel on a en général le premier temps des bonnes notes, et puis après, devoir le rendu. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène de démotivation qui se passe pour un élève qui peut travailler comme ça, seul, à distance, en totale autonomie, s'il ne rend compte à personne. D'où la nécessité de mettre en place le référent. Alors, si je peux compléter, donner un autre point de vue, c'est que X-Learning a aussi des clients du public. Donc, du coup, c'est notre outil, on n'est pas en mode CNED, c'est vraiment des enseignants d'éducation nationale qui dispensent aussi les cours sur la plateforme. Mais après, c'est une volonté politique de payer des licences, c'est un budget, etc. Il y a des régions. Donc, c'est possible aussi. Il n'y a pas que la possibilité CNED. Je donne la parole à monsieur qui avait deux. Oui, je voudrais vous donner plus de détails sur le rôle et l'orientation du travail de l'enseignant relais. Est-ce que c'est quelqu'un qui est à demeure dans l'établissement toute la journée et qui répond aux diverses demandes des élèves au fur et à mesure de la journée? Est-ce qu'il y a des heures banalisées pour ça? Et quelle est sa charge de travail par rapport à un enseignant qui ferait l'enseignement de spécialité pour l'instant?
Alors, l'enseignant relais, premièrement, ne se substitue pas à l'enseignant qu'on appelle principal. C'est l'enseignant qui conçoit le déroulé du cours, la trame pédagogique et l'évaluation, c'est ce qu'on appelle l'enseignant principal. L'enseignant relais est un enseignant de l'établissement qui a la compétence disciplinaire de l'enseignant principal, mais qui ne se substitue pas. Vraiment, c'est très important. Et pourquoi? Parce que l'enseignant peut dire « Ah ben oui, mais pourquoi c'est pas moi qui ai des heures ?» Oui, mais je viens de confier 3-4 heures, mais c'est dans ma gestion de moyens, c'est pas très raisonnable. Donc, ok, je te donne une heure, tu vas encadrer. Ça ne veut pas dire que tu vas être présent à chaque fois du travail, ça va être que tu vas prendre rendez-vous avec les élèves dans l'établissement pour accompagner ces élèves-là sur leurs difficultés purement disciplinaires. Il y a une réponse dans l'établissement, dans la discipline, qui doit rassurer l'élève. Déjà, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, notamment pour tout ce qui est art plastique, par exemple, c'est plus typique, parce que, imaginez, moi-même, au début, quand on a pensé enseignement des arts plastiques à distance, de spécialité art plastique, je me suis dit, est-ce que c'est possible? J'ai posé la question au prof, ils m'ont dit, bon, ok, pour la partie... la partie théorique, mais la pratique accompagnée, on fait comment? Et l'inspecteur me dit la même chose. Donc je dis, ben voilà, on va avoir l'enseignant relais qui va prendre en charge. Alors ça, c'est l'affaire de l'établissement au fond. C'est dans l'établissement et c'est l'affaire de l'établissement qui va voir comment il s'organise. Et s'il donne un créneau à l'enseignant relais pour avoir les élèves, pour les accompagner, si c'est l'enseignant relais qui est plutôt à disposition, mais certainement pas tout le temps, 24 heures sur 24 dans l'établissement pour faire le travail. C'est un enseignant d'établissement qui est une ressource supplémentaire et c'est organisé dans sa semaine de travail. J'ai répondu à vos questions? Tout le monde a eu ces informations. Écoutez, si vous souhaitez venir nous retrouver avec vos petites questions personnelles, on peut se retrouver au stand H24 qui se situe de l'autre côté du salon. Je tiens à remercier donc du coup le membre de l'équipe d'avoir fait le déplacement pour exposer les réalités du terrain, en espérant que ça a pu vous servir dans votre projet et la mise en place éventuelle de votre projet. Merci à vous. Merci.